Une jeune fille agissait de manière étrangement nerveuse autour de son père, dans la salle d'attente de la clinique. Et lorsque le médecin a pris une radiographie, ce qu'il a vu l'a poussé à appeler immédiatement le 911. C'était une soirée calme à la clinique communautaire El Camino, une petite clinique modeste située à 15 miles de la frontière américano-mexicaine, dans une ville poussiéreuse au fort passage de migrants et de transients. Les murs beige fanés et les affiches médicales démodées donnaient à la clinique un aspect vieilli qui correspondait bien à son environnement. Les néons bourdonnaient au-dessus, projetant une lumière dure sur les sols usés en linoléum. La clinique était sous-staffée, avec seulement quelques médecins et quelques infirmières de service pendant les horaires de nuit. Il était 21 heures, et le docteur Rafael Mendiz, un interniste ayant 12 ans d'expérience en soins de santé à la frontière, venait de terminer avec un patient. Il accompagna la femme âgée jusqu'à la porte en lui donnant les dernières instructions concernant son traitement médicamenteux. Son assistante infirmière, Carla Sto, aida la femme âgée à se rendre à la section pharmacie. L'infirmière Carla était efficace et observatrice, des qualités qui la rendaient précieuse dans cette clinique sous-staffée. Elle travaillait aux côtés du docteur Raphaël depuis 3 ans et ils avaient développé une compréhension tacite de leur travail. Le docteur Raphaël jeta un coup d'œil à la salle d'attente pour vérifier combien de patients il avait ensuite. Il n'y avait qu'un père et sa fille, qui semblaient être des immigrants. Le père, un homme dans la quarantaine avec un visage buriné et des mains calleuses, tenait un journal. Ses yeux se déplaçaient nerveusement dans la pièce, ne se posant jamais vraiment au même endroit. La fille, qui semblait avoir environ 12 ans, était assise en silence à côté de lui, mais dans une posture assez défensive, légèrement courbée, avec les bras enroulés autour de son abdomen, son visage se contorsionnant parfois en une grimace, comme si elle avait mal. Elle portait un simple t-shirt rose et un pantalon assorti qui pendait lâchement sur son petit corps. Le docteur Raphaël retourna dans la salle d'examen sans saluer les patients, attendant que son infirmière confirme leur arrivée. Il s'assit derrière son bureau pour terminer quelques papiers, le rapport du patient précédent, et attendit l'arrivée de son assistante. À travers les murs fins, il pouvait entendre les bruits étouffés des téléphones de la clinique, le bourdonnement du système de climatisation luttant contre la chaleur du désert et le bruit occasionnel d'une toux venant de la salle d'attente. Lorsque l'infirmière Carla arriva, elle l'informa immédiatement de l'arrivée des nouveaux patients tout en désinfectant la salle d'examen. Ses mouvements étaient pratiques, comme elle pulvérisait un désinfectant et essuyait les surfaces. « Docteur Mendiz », dit-elle doucement, se penchant pour que sa voix ne porte pas au-delà de la pièce. « Je pense qu'il y a quelque chose d'étrange avec ce nouveau couple. » Elle jeta un coup d'œil à la porte avant de continuer. « Les nouveaux patients ne sont jamais venus ici avant. Ils n'ont pas de pièce d'identité. » Elle fit une pause en essuyant la table d'examen, son front légèrement plissé. Le père semble être très protecteur envers la fille. Il la laisse à peine parler. Et la fille? Carla hésita. Elle semble avoir mal. Lorsqu'elle proposa de l'eau tout à l'heure, le père a refusé fermement, parlant pour elle. C'était étrange. L'infirmière Carla jeta les lingettes usagées et se tourna vers le docteur Raphaël. « Tu veux toujours accepter ce patient? On pourrait les rediriger ailleurs si tu es inquiet. » Le docteur Raphaël réfléchit un moment. Il avait grandi dans la région et avait une expérience des urgences médicales à la frontière. Il comprenait les réalités sombres de cette zone frontalière, mais essayait toujours de faire une différence, patient par patient. « Nous n'avons pas d'autres patients pour l'instant, et ma garde ne se termine que dans 3 heures, dit-il en passant une main dans ses cheveux noirs et épais, tout en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il remarqua qu'il restait encore quelques heures avant la fin de son service à 23h45. De plus, c'est une enfant, et elle a clairement mal. Je ne peux pas la renvoyer. Un pressentiment dans son ventre lui disait que cette fille avait besoin d'aide, et en tant que médecin, il ne pouvait pas ignorer cela.
Il avait vu trop de cas de maltraitance et d'exploitation dans cette ville frontalière, et l'idée de renvoyer quelqu'un dans le besoin allait à l'encontre de tout ce en quoi il croyait. L'infirmière Carla hocha la tête en signe de compréhension. Elle termina sa tâche de désinfection et se dirigea vers la porte. Elle appela les patients. La juge s'approcha de Bragg, ses mots tranchants comme une lame. « Ce que vous avez fait n'est pas une procédure, c'est de l'humiliation. Vous avez dépouillé ce garçon de quelque chose de personnel, de sacré, devant son grand-père, devant ce tribunal, sans raison. » Bragg pâlit, son sourire se fanant. Isaiah se redressa. Il sentit un changement. La juge, sans se laisser émouvoir, conclut « Et le garçon que vous avez humilié est mon fils. » Un silence choqué s'abattit sur la salle. Les visages se figèrent, certains ouvrant la bouche, d'autres clignant des yeux, stupéfaits. Isaiah se redressa encore plus. Bragg, quant à lui, resta figé, la chaîne toujours pendue dans sa main. Il venait de commettre l'erreur de sa vie dans la seule salle où son insigne ne le rendait pas intouchable. Pendant quelques secondes interminables, personne ne bougea. Bragg, avec la chaîne toujours suspendue, ne savait pas encore ce que son erreur allait lui coûter. Bragg hésita, son regard oscillant entre la chaîne et la juge. Il aurait voulu la faire disparaître, la remettre dans sa poche, ou prétendre que cela n'était jamais arrivé, mais ces mots ne sortirent pas. Il n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se dire. Les mots de la juge Walker résonnaient encore dans l'air, nets et irréversibles. « Le garçon que vous avez humilié est mon fils. » Isaïe, lui, ne bougea pas. Il resta immobile, essayant de comprendre l'ampleur du moment, tandis que chaque regard se posait sur lui, certains remplis d'incrédulité, d'autres de sympathie, quelques-uns, plus rares, d'une froideur glaciale, de la déception, de la colère, mais pas envers Bragg, non, envers lui, comme s'il était celui qui avait dérangé l'illusion de la justice. Mais peu importe, la vérité était maintenant sur la table, et personne ne pouvait faire comme si de rien n'était. Bragg tourna lentement la tête vers la juge. Son sourire se transforma en confusion, puis en panique, mais il ne parla toujours pas. La juge Walker, sans cligner des yeux, prit la parole. « J'ai vu ce qui s'est passé dans ce couloir. J'ai vu comment vous l'avez abordé, comment vous avez mis vos mains sur lui, comment vous l'avez traité non pas comme un citoyen, ni même comme un enfant, mais comme un suspect sans raison. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Et vous n'avez même pas pris la peine de lui demander son nom. » Bragg avala difficilement sa salive. « Votre honneur, je... » commença-t-il. La juge leva la main pour l'interrompre. « Ne parlez pas, vous avez déjà assez dit. » Le silence était lourd. Même le reporter judiciaire arrêta de taper. Isaiah avait l'impression de flotter, presque comme s'il ne vivait pas vraiment cette scène, en attendant que quelqu'un intervienne, que l'instant soit réinitialisé, que l'on fasse comme si cela n'était pas réel. Mais le silence dans cette salle était total, et Bragg, désormais délogé de la sécurité de son uniforme, se trouvait dans une position où il ne pouvait plus manipuler les choses comme il le faisait avant. La juge Walker se pencha légèrement en avant. « Vous êtes entré dans cette salle d'audience sans preuve, sans mandat, sans autorité pour saisir la propriété de mon fils. Vous l'avez humilié publiquement, violé ses droits et ridiculisé ce tribunal. » La voix de Bragg revint, mais plus faible que d'habitude. « Avec tout le respect que je vous dois, je ne savais pas. » La juge l'interrompit à nouveau. « Mais vous saviez à quoi il ressemblait, et ça, dit-elle en se penchant encore un peu, était suffisant pour vous. » La chaîne restait dans la main de Bragg. « Rendez-la, » ordonna la juge. Il hésita un instant, puis, comme s'il avait traversé un marécage, il avança lentement, la chaîne entre les doigts. Elle tomba sur la table de défense, avec un bruit métallique. Une petite chose, fragile, mais à cet instant, elle semblait être l'objet le plus puissant de la pièce. Isaiah ne bougea pas, pas encore. Son avocate lui tendit la chaîne en silence. La juge Walker prit une inspiration, se redressa
et se tourna à nouveau vers Bragg. « Cette salle d'audience est un lieu de justice, pas un terrain pour les égaux, pas pour des excès de pouvoir et certainement pas pour des discriminations raciales. » Un murmure parcourut l'audience. Certains baissèrent les yeux, d'autres hochèrent lentement la tête. Ce n'était plus un simple procès, c'était une prise de conscience collective. Bragg, les yeux fuyants, chercha une sortie, une manière de retourner la situation dans sa tête. On pouvait voir l'agitation derrière ses yeux. Il cherchait à réécrire le scénario, mais il n'y avait plus de sortie. La juge se leva, sans faire de bruit, sans frapper du marteau, mais avec l'autorité silencieuse d'une femme qui en avait assez. Le docteur Raphaël maintint une expression neutre malgré sa préoccupation croissante. Le comportement de la fille était inquiétant, mais pas entièrement surprenant. Il avait vu des dizaines d'enfants trop contrôlés par des adultes dans cette région. Près de la frontière, c'était un endroit dangereux pour vivre, et beaucoup de parents, surtout les immigrants, étaient stricts par nécessité et par peur. Cependant, la rigidité abdominale de la fille le préoccupait énormément. Certaines parties de son ventre étaient en plus dures que d'autres, ce qui suggérait une obstruction ou des corps étrangers. Il garda son expression neutre et professionnelle pendant qu'il terminait l'examen, puis rouvrit le rideau. Miguel se leva immédiatement, sa posture tendue. « Eh bien, c'est juste une gastro, n'est-ce pas? Donne-nous des médicaments pour qu'on puisse partir. » Le docteur Raphaël échangea un regard rapide avec l'infirmière Carla avant de s'adresser à Miguel. « Monsieur Alvarez, j'ai constaté une rigidité abdominale anormale et une douleur inexpliquée. Je dois faire une radiographie, juste pour être sûr. » Le visage de Miguel s'assombrit. « Une radiographie? On n'a pas besoin de trucs compliqués comme ça. Donne-nous des médicaments. » « Je ne peux pas faire ça, » répondit fermement le docteur Raphaël. « Je ne peux pas prescrire de médicaments sans connaître la source de la douleur. Les radiographies sont couramment utilisées pour détecter des anomalies à l'intérieur du tractus gastro-intestinal. » Il marqua une pause, puis ajouta « De plus, Lucia semble déshydratée. Regarde comme elle transpire, malgré la température fraîche de la pièce et ses lèvres gravement gercées. » Il désigna l'infirmière Carla. « Peux-tu apporter un verre d'eau à Lucia, s'il te plaît ?» Avant que l'infirmière Carla ne puisse bouger, Miguel intervint. « Bon, fais la radiographie, peu importe, mais fais vite. » Lorsque l'infirmière Carla revint avec l'eau, elle l'offrit à Lucia. La fille jeta un rapide coup d'œil vers son père, puis refusa d'une voix basse, évitant tout contact visuel. Le docteur Raphaël tendit à Miguel des papiers détaillant la procédure de radiographie. « Veuillez prendre ceci pour la section radiologie. L'infirmière Carla vous montrera le chemin. Revenez me voir après la radiographie. » Il remarqua que Lucia avait du mal à marcher, se courbant et se tenant le ventre, manifestement en douleur. « Carla, allons chercher une chaise roulante pour Lucia. » L'infirmière alla chercher une chaise roulante, et Lucia s'y assit, un soulagement évident sur son visage. Tandis que l'infirmière Carla commençait à pousser la chaise hors de la salle, le docteur Raphaël observa la posture tendue de Miguel et la manière dont ses yeux scrutaient nerveusement la clinique. Quelque chose n'allait vraiment pas ici, et la radiographie espérait apporter des réponses. Le docteur Raphaël vérifia s'il avait un autre patient en attendant les résultats de la radiographie, mais la salle d'attente était vide. La petite clinique était calme à cette heure-ci, seul le bruit occasionnel du système de climatisation brisant le silence. Soucieux de l'affaire des Alvarez, il quitta sa salle d'examen et se rendit au service de radiologie. Le département de radiologie de la clinique était modeste, avec une seule pièce et du matériel de base capable de gérer les besoins courants d'imagerie diagnostique. En s'approchant, il aperçut Miguel qui attendait dehors, marchant nerveusement en parlant au téléphone en espagnol, sa voix basse. Le visage de l'homme était tendu et sa main libre était serrée en poing près de son côté. Lorsque Miguel aperçut le docteur Raphaël, il raccrocha rapidement son appel, son expression se durcissant en un masque froid et sévère.
Le docteur Raphaël lui fit un signe de tête poli. « Monsieur Alvarez, il est plus sûr de passer des appels téléphoniques un peu plus loin de la porte, dit-il en désignant le couloir un peu plus loin. Les appareils peuvent parfois être affectés par les signaux cellulaires. » Miguel plissa les yeux, mais se détourna comme demandé, continuant de surveiller le docteur Raphaël avec attention. Le docteur Raphaël entra dans la salle de radiologie où un technicien nommé Marco préparait Lucia pour la radiographie. La fille était allongée sur la table, son visage pâle et marqué par la douleur. Marco leva les yeux lorsque le docteur Raphaël entra. « On est sur le point de commencer, docteur, » dit-il. Le docteur Raphaël hocha la tête et se recula tandis que Marco positionnait le matériel. « Lucia, je vais avoir besoin que tu restes complètement immobile un moment, » dit Marco dans le microphone. La fille hocha légèrement la tête, ses yeux grands ouverts de peur. La machine se mit en marche, capturant l'image interne de l'abdomen de Lucia. En attendant que l'image soit traitée, le docteur Raphaël crut entendre un murmure provenant de la table. « Ne me prends pas !» Les mots étaient si doux qu'on aurait presque pu les ignorer à cause du bruit de la machine à rayon X. N'a été suivi par l'agent qui l'a saisi. La sténographe acquiesça, ses doigts volant sur le clavier. « Il convient également de noter, » continua-t-elle, « que je me récuse de toute décision future concernant cette affaire afin d'éviter tout conflit d'intérêts. L'affaire sera réassignée à un autre juge. » Isaiah cligna des yeux. Elle le regarda un instant, ses yeux se radoucissant. « Mais je ne me récuserai pas sur ce qui vient de se passer dans cette salle d'audience, » dit-elle. « Ce n'est pas une question de famille, c'est une question de droit. » On pouvait entendre le changement dans sa voix, maintenant non pas émotionnelle, non personnelle, mais tranchante, plus tranchante que l'acier. Elle s'inclina légèrement sur sa chaise, les mains jointes. « J'ai vu des agents comme Bragg pendant toute ma carrière, » dit-elle. Des hommes qui croient que leur insigne est un bouclier contre les conséquences, qui confondent pouvoir et immunité, qui estiment que c'est eux qui décident, qui méritent de la dignité. Elle regarda l'ensemble de la salle. Ces hommes passent souvent inaperçus, et parce qu'ils ne sont pas contrôlés, ils deviennent de plus en plus audacieux, bruyants et dangereux. Mais pas aujourd'hui, pas ici. Il y eut un murmure dans la galerie, doux comme une ondulation dans un étang calme. Tout le monde n'était pas d'accord, mais personne n'osa l'interrompre. « Je ferai en sorte que les événements d'aujourd'hui soient soumis aux affaires internes, » dit-elle, « et je veillerai personnellement à ce que chaque seconde de cet incident dans le couloir soit révisée par le comité disciplinaire. » Une pause. « Et si l'enquête confirme ce que nous avons tous vu aujourd'hui, je déposerai un rapport de faute professionnelle judiciaire directement auprès du département de la justice des États-Unis. » À ce moment-là, il régna un silence lourd, un silence qui faisait résonner les oreilles. Le cœur d'Isaiah battait fort, pas par peur, mais par incrédulité. C'était vraiment en train de se produire. Elle était vraiment en train de le faire, pas seulement pour lui, mais pour tous les autres enfants qui n'avaient pas de juge comme parents, pour tous ceux qui n'avaient pas été vus, qui n'avaient pas été crus. Et Bragg, où qu'il soit en ce moment, commençait à sentir la chaleur. Son avocat devait être en train de paniquer, son représentant syndical sûrement déjà au téléphone, mais cela ne changerait rien, car le mal était fait. Et cette fois, l'histoire ne se terminait pas dans le silence. À l'arrière de la salle, Moses Walker restait immobile, mais ses yeux étaient plus brillants, plus fermes. Il n'avait pas bougé depuis le début de l'audience, mais maintenant, à peine, il se permettait de respirer. Il avait vu suffisamment dans sa vie pour savoir que la justice était rarement immédiate, rarement aussi évidente. Et pourtant, la voilà, en train de se dérouler juste devant lui. Le juge Walker revint enfin à l'ordonnance, toussant légèrement, son ton redevenu professionnel. Les charges contre Isaiah Walker sont abandonnées avec préjudice. Aucune action supplémentaire ne sera prise. Isaiah cligna des yeux. Il ne s'y attendait pas, ni si tôt, ni si publiquement. Il regarda son avocat,
qui lui fit un petit signe de tête, comme pour lui dire « Tu es libre maintenant ». Et pourtant, cela ne ressemblait pas à de la liberté, pas entièrement, car au fond, Isaiah savait que ce n'était pas juste son nom sur un document judiciaire. Ce n'était pas juste une chaîne en or, ni même Bragg. C'était plus grand que cela. C'était ce que cela signifiait de se retrouver dans une salle d'audience en tant que jeune noir et d'être présumé coupable avant même d'avoir ouvert la bouche. C'était être vu comme une menace avant même de se lever. C'était combien de fois la justice avait un bandeau sur les yeux, mais elle jetait un coup d'œil par les fissures quand le juge signait l'ordre. Isaiah se leva silencieusement, ses jambes lourdes mais son dos droit. Sa mère ne leva pas les yeux lorsqu'il passa près du banc, mais à mesure qu'il s'approchait de la porte, elle parla de nouveau, doucement, mais suffisamment fort pour qu'il l'entende. « Tu n'as pas perdu aujourd'hui. » Il tourna légèrement la tête. « Tu les as forcés à regarder, » dit-elle, puis elle tourna la page pour revenir à l'affaire suivante, comme si de rien n'était. Mais tout le monde dans cette salle savait que tout avait changé. La porte se ferma derrière Isaiah, mais l'atmosphère dans la salle ne se calma pas. Si quoi que ce soit, elle était devenue plus dense. Le juge Walker était passé à l'affaire suivante, du moins en apparence. Le numéro du cas suivant fut appelé. Le prochain prévenu se leva. Le marteau tomba dans le rythme habituel, mais ce n'était plus la même salle. D'audience. Quelque chose s'était ouvert, quelque chose avait craqué. Et que les gens l'admettent ou non, tout le monde le sentait. Les gens dans la galerie murmuraient à voix basse, juste assez pour éviter le mépris. Mais le regard disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Certains étaient impressionnés, d'autres mal à l'aise, quelques-uns furieux, non pas à cause de ce que Bragg avait fait, mais à cause de celui qui avait osé le défier, à cause de celui qui avait pris la parole. Parce qu'aujourd'hui, les choses ne s'étaient même pas passées comme elles étaient censées se passer. À l'arrière de la salle, Moses Walker se leva lentement, sa canne frappant doucement contre le sol alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Il ne se précipita pas, ne fit signe à personne. Il se déplaçait comme un homme qui avait attendu des décennies pour voir un jour comme celui-ci, et maintenant qu'il était là, il ne comptait pas en perdre une seconde. Il marcha, la tête baissée. Pendant ce temps, Bragg faisait les 100 pas, mais plus dans la salle d'audience. Il se trouvait maintenant au-delà des portes vitrées doubles, dans le hall du tribunal, les bras croisés, les lèvres serrées, les yeux balayant les caméras de sécurité comme si elles le trahissaient personnellement. Il avait été escorté hors des lieux, comme elle l'avait dit, non pas arrêté, non pas suspendu, mais publiquement évincé. Et pour quelqu'un comme Bragg, c'était pire que les menottes. C'était de l'humiliation, de l'exposition, une tâche qu'il ne pouvait pas effacer avec un insigne ou un sourire en coin. Il sortit son téléphone. Pas de texto, pas d'appel. Ses doigts flottèrent sur l'écran alors qu'il faisait défiler le fil d'actualité, attendant déjà de voir si quelqu'un avait posté une vidéo, attendant les réactions, ou pire, le silence. Car le silence signifiait que le système ne viendrait pas le sauver cette fois. À l'intérieur, le juge Walker termina son agenda, entra dans ses bureaux, et enfin souffla. Ce n'était pas un soupir de soulagement, juste un souffle profond qu'elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle retenait depuis 1 heure, car aussi forte qu'elle fût, aussi expérimentée, composée et professionnelle qu'elle devait être, c'était toujours son fils. C'était toujours ce petit garçon qu'elle déposait à l'école primaire avec une boîte de jus et un dossier de sciences. Et maintenant, le voici, se tenant droit, affrontant des hommes 2 fois plus âgés et puissants, sans vaciller. À l'extérieur, Isaiah était assis sur les marches du tribunal, Moses à ses côtés. Le soleil était plus haut dans le ciel, la chaleur traversait la pierre froide sous eux. Pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien, puis Moses parla enfin. « J'ai vu des hommes comme lui toute ma vie, dit-il d'une voix basse.
Je les ai vus sortir des garçons des salons de coiffure, des services du dimanche, peu importe ce que tu portes ou à quel point tu es intelligent. » Isaiah hocha lentement la tête. « Je sais. »« Non, » dit Moses, ses yeux toujours tournés vers l'avant. « Tu ne sais pas, pas entièrement, pas encore. Mais tu commences. » Ils restèrent silencieux un moment, puis une voix s'éleva derrière eux. « Yo !» Isaiah se tourna. Un jeune homme, peut-être 19 ou 20 ans, se tenait quelques marches plus haut, vêtu d'un jean, d'un sweat à capuche, et avec un air d'incrédulité comme s'il n'avait pas voulu parler, mais ne pouvait s'en empêcher. « T'es le gars de l'intérieur, non ?» demanda-t-il. Isaiah hésita. « Ouais. » Le garçon hocha la tête, mordillant l'intérieur de sa joue. « J'ai vu ce qui s'est passé avec le flic. » Isaïe ne répondit pas. Le garçon s'approcha, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Bragg foutait en l'air notre quartier depuis des années, dit-il. Mon cousin a été enfermé l'année dernière à cause de lui. Il a dit qu'il avait planté quelque chose, mais personne ne l'a écouté. On a juste pensé... » Il baissa la voix. « C'est comme ça que ça se passe. » Isaiah leva un sourcil. « Alors, qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis qu'aujourd'hui c'était différent, » répondit le garçon. « Il n'est pas parti comme si de rien n'était. Les gens ont vu. Tu les as fait voir. » Isaiah baissa les yeux sur la chaîne, sa main reposant légèrement dessus. Le garçon recula un peu, incertain. « En tout cas, je voulais juste dire merci. Pas juste pour ce que t'as fait, mais pour ce que ça veut dire. » Puis il partit, disparaissant dans la foule aussi rapidement qu'il était apparu. Isaiah se laissa retomber en arrière, accablé. Moses rit sous son souffle. « Tu te rends compte de ce qui vient de se passer, non, Moses? Mais parfois, l'histoire te choisit. » À l'intérieur, les rumeurs se répandaient déjà parmi les greffiers du tribunal, les défenseurs publics et même les officiers juniors qui travaillent au détecteur de métal à l'entrée. Les murmures se transformaient en emails. Quelques appels furent passés. Quelqu'un du département du shérif envoya un message à un ami journaliste. Quelqu'un d'autre du bureau du conseil municipal nota de revoir les images de sécurité. Et avant le déjeuner, la vidéo avait déjà fuité. 10 secondes de vidéo floue du couloir montrant Bragg arrachant brutalement une chaîne en or du cou d'un adolescent. Pas de contexte, pas de légende, juste l'acte, brut, laid, indéniable. Lorsque Bragg arriva dans le parking, il avait 3 appels manqués et un message vocal d'un capitaine de brigade. Son nom figurait désormais sur la liste chaude. Les affaires internes allaient être frappées, pas parce qu'ils en avaient envie, mais parce que maintenant le monde entier regardait, et la salle d'audience qui avait autrefois été son terrain de jeu lui tournait le dos. Le juge Walker était dans son bureau, fixant la petite fenêtre carrée qui donnait sur le centre-ville. Son téléphone vibra avec un message de la liaison du tribunal du district des États-Unis. « Appelle-moi quand tu es libre. » Elle ne l'appela pas encore. À la place, elle ouvrit son tiroir, sortit une photo d'Isaiah, âgé de 8 ans, souriant largement avec un écart entre ses dents de devant, portant un casque de pompier bien trop grand pour sa tête, le casque de son père. Elle ferma les yeux un instant, juste assez longtemps pour se ressaisir, car ce n'était pas fini, pas encore, mais cela avait commencé. Et parfois, commencer, c'est tout. Le lendemain matin commença plus tôt que d'habitude. Ce ne fut ni le lever du soleil, ni le réveil qui sortit Isaiah du lit, mais la vibration de son téléphone, avec des notifications, des dizaines de textos de gens qu'il connaissait à peine, des groupes de discussion qui s'illuminaient, des liens vers des publications sur les réseaux sociaux qu'il n'avait même pas encore vues. Il se redressa lentement, les yeux encore ajustés, et ouvrit le premier message. C'était une vidéo, juste 10 secondes, une vidéo floue du couloir, granuleuse et inclinée, mais suffisamment claire pour montrer ce qui comptait. Un policier en uniforme qui tend la main et arrache violemment une chaîne en or du cou d'un adolescent.
Pas de son, juste l'acte, juste le moment. Et sous la vidéo, la légende. Il ne savait pas que la mère du garçon était le juge. Isaiah fixa l'écran. Cette chaîne, celle qu'il portait encore, sembla soudain peser 100 livres. Il fit défiler les messages, d'autres vidéos, différents angles. Quelqu'un dans la salle d'audience avait filmé depuis son siège. D'autres avaient tout découpé les mots du juge. La citation était partout. « Tu as vu ce qu'il avait l'air, et c'était suffisant pour toi. » Ça avait viré viral du jour au lendemain sur Twitter, Facebook et même sur TikTok. Il ne savait pas quoi ressentir. Était-ce de la justice, de l'exposition, ou juste un autre cycle médiatique en attendant de se consumer? En bas, Moses était déjà à la table de la cuisine, sirotant son café noir et lisant le journal, mais pas celui avec le visage de Bragg dessus. Il n'avait pas besoin de voir les gros titres, il savait déjà comment ça allait se dérouler. « T'as vu les infos ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Isaiah hocha la tête. « Bien, » dit Moïse. « Maintenant, laisse ça pas te distraire. » Isaiah leva un sourcil. « De quoi ?»« De rester stable, » répondit Moïse. « Ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est juste le premier pas. » Du côté du département du shérif, ce n'était pas calme. L'officier Gérald Bragg arriva avec 2 heures de retard, des cernes sous les yeux et la mâchoire raide. Il entra par la porte latérale pour éviter la réception, mais ça n'aidait pas. Tout le monde avait déjà vu la vidéo. Chaque regard dans le couloir semblait plus tranchant. Chaque porte fermée résonnait plus fort derrière lui. Sur son bureau, un dossier était posé. Examen UEA, affaires internes. Il ne l'ouvrit pas, il n'en avait pas besoin. Parce que le vrai problème n'était pas les papiers, c'était le silence. La façon dont les autres policiers ne l'accueillaient plus comme d'habitude. La façon dont ses appels allaient directement à la messagerie vocale. La façon dont le sergent qui le soutenait toujours était soudainement trop occupé pour parler. Ce silence qui le protégeait autrefois se transformait maintenant en un mur. À midi, le bureau du maire avait publié une déclaration. Nous examinons les images de l'incident, une déclaration qui disait tout en ne disant presque rien. Bragg la fixa sur son écran, la mâchoire tellement serrée qu'il sentait qu'elle allait se casser. Il envoya un message à son représentant syndical. « Je suis en train d'être piégé. » Puis un autre. « Elle rend ça personnel. » Mais au fond, il savait la vérité. C'était personnel, parce qu'il l'avait rendu personnel. Et maintenant, il perdait la seule chose sur laquelle il avait toujours compté, le contrôle. Pendant ce temps, Isaiah avait enfin quitté la maison. Il marchait dans le quartier avec sa capuche relevée, ses écouteurs dans les oreilles, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais les gens le reconnaissaient de toute façon. Une femme dans une voiture garée baissa sa fenêtre et lui fit un signe de tête discret. Un adolescent de l'autre côté de la rue leva le poing. 2 hommes plus âgés dans le salon de coiffure applaudirent alors qu'il passait. Il ne parla pas, il hocha juste la tête. Mais à l'intérieur, ses pensées tournaient à toute vitesse. Comment en était-il arrivé là si vite? Comment un moment dans une salle d'audience s'était-il transformé en une onde de choc qui continuait de se propager? Il n'avait rien demandé. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas résisté. Il avait fait ce que sa mère lui avait toujours dit de faire. Rester calme, rester immobile, laisser la vérité parler plus fort que le bruit. Et d'une manière ou d'une autre, ça avait fonctionné. Mais maintenant, le bruit le rattrapait. À la fin de la journée, 3 autres plaintes contre Bragg étaient apparues. 2 de l'année dernière, une d'il y a près de 10 ans. Des affaires qui avaient disparu. Les dossiers qui avaient été discrètement enterrés, mais maintenant, avec tous les regards braqués sur eux, étaient ramenés à la lumière. Et Isaiah se voyait poser des questions par des journalistes, des leaders communautaires, des avocats qui voulaient soudainement savoir s'il accepterait de témoigner, s'il serait le visage de quelque chose de plus grand.
Il ne savait pas quoi dire. Il n'était qu'un gamin venu au tribunal pour un malentendu, et qui en était ressorti avec le système tournant en rond derrière lui. Ce soir-là, sa mère rentra tard, sa robe toujours posée sur son bras, ses talons claquant doucement sur le parquet. Elle avait l'air fatiguée, mais pas vaincue. Isaiah était assis à la table, ses livres ouverts mais intouchés, la chaîne posée sur son carnet, capturant la lumière de la cuisine. Elle s'assit en face de lui. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, puis elle dit « Ils ont ouvert une enquête formelle sur l'inconduite. » Il hocha la tête. « Je suppose qu'ils vont interviewer d'autres témoins la semaine prochaine. » Elle ajouta « Certains se manifestent pour la première fois. » Isaiah avala difficilement. « À cause de moi. » Elle répondit « En partie, mais surtout à cause de ce qu'il a fait, et parce qu'ils savent maintenant qu'ils ne seront pas ignorés. » Il baissa les yeux sur la chaîne, la retournant dans sa main. « Je ne pensais pas que ça aurait autant d'importance. » Elle sourit doucement. « Ça a toujours de l'importance, dit-elle, mais parfois, le monde doit le voir avant de commencer à s'en soucier. » Il hocha lentement la tête, puis posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis toute la journée. « Tu penses qu'ils vont réellement faire quelque chose cette fois ?» Elle plongea son regard dans le sien, le soutint. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Mais je sais ceci, ce que tu as fait a rendu impossible pour eux de prétendre que ça n'était pas arrivé. » Et à ce moment-là, Isaiah sentit quelque chose en lui se transformer. Ce n'était pas de la fierté, pas exactement, mais quelque chose de proche. Une sensation que, qu'il le veuille ou non, il était entré dans quelque chose de plus grand, que ce seul moment de calme, de silence, avait fait plus de bruit que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Et maintenant, tout le monde écoutait. Le bourdonnement avait commencé à se dissiper. Cela faisait presque une semaine que la chaîne avait été arrachée du cou d'Isaiah dans cette salle d'audience, et l'histoire, autrefois brûlante et virale, refroidissait lentement, comme des braises après une tempête. Les vidéos étaient toujours là, les citations circulaient encore sur les timelines, mais le bruit, cette partie-là, avait commencé à se calmer. Et dans ce silence qui suivait, Isaiah se retrouvait avec quelque chose de plus difficile à affronter. Des questions, pas des questions de journalistes ni de camarades, mais de lui-même. Il était assis sur les marches de leur maison, la chaîne reposant lourdement contre sa peau, le pendentif caché sous son t-shirt comme un secret qu'il ne pouvait s'empêcher de toucher. Il la faisait rouler entre ses doigts, encore et encore, comme s'il essayait de ressentir quelque chose de certain dans un monde qui n'était plus le sien. Ouais, elle ne signifie rien pour eux, mais elle signifie tout pour moi. À cause de toi et de ton incompétence, ils vont le savoir, et ils la tueront. Et ils te tueront probablement aussi. Le docteur Raphaël sentit de la confusion se mêler à sa peur. Si tu l'aimes, pourquoi la laisser faire ça? Pourquoi mettre sa vie en danger? Miguel conserva son expression sévère et dangereuse, essayant clairement de ne pas paraître faible, avec son arme toujours pointée sur le docteur. « Je n'ai pas besoin de t'expliquer ma vie. » Malgré la tentative de Miguel de rester un captif intimidant, le docteur Raphaël sentait qu'il y avait plus dans l'histoire. Il semblait que Miguel était lui aussi forcé de travailler pour les supérieurs dans cette opération de trafic de drogue, utilisant sa propre fille comme mule. Leurs échanges furent interrompus par le bruit d'un véhicule qui entra dans le parking. Miguel se tendit, vérifiant par les stores. « Ils sont là, dit-il. Ne tente rien de stupide. » Miguel vérifia le couloir, puis revint détacher le docteur Raphaël, gardant l'arme appuyée contre ses côtes. « Marche lentement, ne dis rien. » 4 hommes en tenue noire et masque tactique entrèrent par la porte latérale, se déplaçant avec une efficacité professionnelle. 2 d'entre eux allèrent immédiatement vers Lucia, la déconnectant des équipements de surveillance et la transférant soigneusement sur une civière qu'ils avaient apportée. D'après leurs mouvements, le docteur Raphaël comprit qu'ils avaient une formation médicale.
Ils vérifièrent ses voies respiratoires et l'installèrent correctement avant de la charger sur la civière. Alors qu'il roulait Lucia vers la sortie, un homme imposant et musclé s'approcha du docteur Raphaël et de Miguel. Sans dire un mot, il attrapa brusquement le bras du docteur Raphaël et le conduisit dehors, vers 2 véhicules en attente. Une camionnette où il chargeait Lucia et un SUV noir aux vitres teintées. « Monte !» ordonna l'homme, poussant le docteur Raphaël vers le SUV. Alors qu'il grimpait à l'intérieur, Miguel le suivit, tenant toujours son arme. L'homme imposant tendit à Miguel un sac en toile de jute. « Pour lui !» dit-il en hochant la tête vers le docteur Raphaël. « Raphaël !» Miguel tira le sac sur la tête du docteur Raphaël, le plongeant dans l'obscurité alors que le véhicule démarrait. À travers le tissu rugueux, le docteur Raphaël entendit le moteur rugir alors qu'ils accéléraient, quittant la clinique et se dirigeant vers l'inconnu. Le moment suivant où le docteur Raphaël aperçut de la lumière, c'est lorsque le sac fut retiré de sa tête. Il cligna des yeux rapidement, ses yeux s'adaptant à la lumière soudaine. Il se retrouva assis dans une pièce ressemblant à l'intérieur d'un entrepôt, solidement attaché à une chaise métallique dans un coin. Son environnement prit forme lentement. Des sols en béton, des murs métalliques et un éclairage sévère au plafond qui donnait à tout un teint clinique bleuâtre. Au centre de la pièce se trouvait une table chirurgicale équipée d'instruments médicaux modernes. 3 personnes, en tenue noire et masques médicaux, se déplaçaient autour d'elle, de manière efficace, cachant complètement leur visage. Elles portaient des gants et travaillaient dans un silence inquiétant, se communiquant uniquement par des gestes et des hochements de tête. Sur la table, Lucia était allongée, maintenant inconsciente, probablement en raison de l'anesthésie administrée. Un moniteur à proximité affichait une vue interne en temps réel de l'opération. Le docteur Raphaël, avec sa formation médicale, pouvait voir qu'il réalisait une extraction gastrique des pellets de drogue. Le chirurgien principal travaillait avec une remarquable habileté, faisant des incisions précises et retirant soigneusement les paquets ovales un par un. Personne ne prononça un mot, pas même les annonces habituelles qu'on ferait dans une salle d'opération légitime. La parfaite coordination de l'équipe suggérait qu'ils avaient déjà réalisé cette procédure de nombreuses fois. Ce n'était pas leur première extraction, et Lucia n'était pas leur première victime. Le docteur Raphaël tourna la tête et remarqua 2 grandes fenêtres sur un côté de la pièce. À travers la vitre, il pouvait voir 2 hommes observant la procédure. L'un était Miguel, dont le visage était marqué par la tension alors qu'il observait l'opération de sa fille. L'autre était un homme plus âgé, vêtu d'un costume coûteux et fumant un cigare malgré le cadre médical, le visage impassible alors qu'il regardait l'opération comme s'il supervisait une transaction commerciale. Après ce qui sembla durer des heures, mais qui ne fut probablement qu'une 40aine de minutes, l'équipe termina l'extraction. Tous les paquets de drogue avaient été retirés du corps de Lucia et la plaie chirurgicale fut fermée avec une efficacité pratique. L'équipe la transféra sur une civière et la sortit de la salle d'opération, laissant le docteur Raphaël seul avec ses pensées. Marchaient sur le trottoir, riant de quelque chose sur leur téléphone. Le monde continuait de tourner, mais quelque chose en Isaiah avait changé. Pas complètement. Pas comme s'il était soudainement guéri, confiant ou inébranlablement sûr de sa place dans tout ça, mais quelque chose s'était adouci. Il tourna la chaîne entre ses doigts, à nouveau, puis la glissa lentement sous son t-shirt. Sa mère le regardait. « Je ne veux pas que ce soit la seule fois, » dit-il. Elle haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ? » « Je ne veux pas que ce soit la seule fois qu'un type comme lui soit tenu responsable. » Elle acquiesça lentement. « Alors ça ne le sera pas. »« Comment tu sais ?» demanda-t-il. « Parce que tu es encore là, » répondit-elle. « Toujours à poser les bonnes questions, toujours à refuser de te taire. » Isaiah resta silencieux un moment, puis dit « Alors, on continue de se battre. » Elle sourit doucement. « Oui, dit-elle.
Mais on vit aussi, on rit, on aime, on construit. » Il ne dit rien d'autre, se laissa simplement aller contre les marches et regarda le ciel. Il était bleu, brillant, clair, le genre de ciel qui semblait impossible il y a quelques jours. Et dans ce silence, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis un moment. Pas la paix, pas encore, mais un but. Le monde ne changeait pas du jour au lendemain. Il n'y avait pas de fanfare, pas de lumière brillante, pas de crédits finaux défilant sur de la musique triomphante, juste un autre jour, un autre matin dans la maison des Walker. Mais tout semblait différent. Isaiah se retrouva dans la salle de bain, se regardant dans le miroir. Le même reflet le fixait, la même peau, les mêmes yeux, le même feu calme derrière eux. Mais maintenant, il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, comme s'il ne se voyait plus seulement lui-même, mais le poids de ce qu'il portait. Il toucha la chaîne en or, reposant sur sa poitrine. Il ne sursauta plus quand ses doigts la frôlaient. Elle ne lui faisait plus mal, ni ne le faisait s'emporter. C'était juste un rappel, pas seulement de ce qui avait été pris, mais de ce qui avait été rendu, de ce qui avait refusé d'être volé. En bas, la maison commençait à s'éveiller. Sa mère était partie tôt ce matin pour le tribunal. Elle n'avait pas dit grand-chose au petit déjeuner. Elle l'avait juste embrassé sur la joue, touché l'arrière de sa tête et murmuré « Tiens bon ». Maintenant, il comprenait ce qu'elle voulait dire, pas seulement au tribunal, pas seulement avec Bragg, mais dans la vie. Sur le porche, Moïse était assis avec son café, portant son vieux fedora et la même expression, vigilante mais silencieuse. Isaiah s'approcha et s'assit à côté de lui sans un mot. Ils restèrent là un moment, sans parler, un silence qui n'était pas vide, mais plein, plein de compréhension, plein de quelque chose transmis de père en fils, de grand-père en petit-fils. Finalement, Isaïe prit la parole. « Ils l'ont viré, dit-il. » Moses hocha une fois la tête. « Je sais. Les affaires internes ont terminé l'enquête. Les autres plaintes, 3 d'entre elles, toutes confirmées. L'une d'elles n'avait même pas été mise sur papier avant maintenant. Ouais, ils disent qu'il ne travaillera plus dans les forces de l'ordre. » Moses but une gorgée de son café. « Bien. » Isaiah se pencha en arrière, laissant le soleil du matin lui caresser le visage. « Et maintenant ?» Son grand-père rit doucement sous son souffle. « Maintenant tu respires, tu continues d'avancer et tu prêtes attention. »« Attention à quoi ?» demanda Isaiah. « À ce qu'ils vont faire ensuite et à ce que tu deviens, » répondit Moses. Isaiah resta un moment avec cette question, car il y avait réfléchi pendant des jours. Et maintenant, que se passe-t-il quand l'histoire cesse de faire le buzz, quand les téléphones arrêtent de vibrer, quand les gens cessent d'applaudir? Que se passe-t-il quand tu n'es plus le garçon qui s'est dressé contre le flic et que tu redeviens juste un autre enfant? Mais peut-être que c'était ça, le but. Peut-être que tu n'étais pas censé attendre que le monde continue de te féliciter. Peut-être que tu étais censé continuer à avancer, continuer à choisir, continuer à devenir. Plus tard, cet après-midi, Isaiah se retrouva à marcher dans Main Street, sans sweat à capuche, sans écouteurs, juste lui, le soleil dans le dos et une calme sérénité qui avait mis des jours à se développer. Les gens continuaient à le remarquer, mais les regards étaient différents maintenant. Pas tous d'admiration, certains étaient hésitants, certains incertains, d'autres ne savaient toujours pas quoi penser de lui. Et au communautaire, une jeune femme lui fit un signe de la main depuis les marches, l'une des greffières du tribunal. Elle lui fit un signe de remerciement. Il hocha la tête et continua à marcher. Pas loin devant, un groupe d'enfants se tenait près de l'arrêt de bus, des collégiens, peut-être 13 ou 14 ans. L'un d'eux portait un t-shirt avec l'inscription « La justice est plus forte quand elle est silencieuse ». Isaiah sourit. Il ne s'attendait pas à cela, à rien de tout cela. Il n'avait pas demandé à être l'exemple de quelqu'un. Il avait simplement refusé de se laisser effacer, et d'une manière ou d'une autre, cela suffisait à allumer une mèche. Ce soir-là,
Le courrier arriva en retard. Isaiah feuilleta les enveloppes. La plupart étaient de la publicité, jusqu'à ce qu'une attira son attention. Elle était adressée à son nom, écrite à la main, sans adresse d'expéditeur. Il l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, sans nom, juste un message. « J'étais dans la salle d'audience ce jour-là. Tu n'as pas crié, tu n'as pas lutté, mais tu nous as rappelé à tous ce à quoi ressemble réellement le pouvoir. Tu m'as rappelé. » Isaiah fixa le papier pendant un long moment, le plia, le glissa dans son carnet, entre ses notes d'histoire et ses brochures universitaires. Ce soir-là, sa mère rentra plus tôt que d'habitude. Elle entra par la porte d'entrée, déposa ses clés dans le bol comme d'habitude et lui lança ce regard familier. « Ça va ?» Il hocha la tête. Elle sourit, mais ce n'était pas le sourire fier de la salle d'audience. C'était le vrai sourire, celui qu'elle réservait au moment que personne d'autre ne voyait. Il la suivit dans la cuisine et l'aida à préparer le dîner. Ils ne parlèrent ni de Bragg, ni de la presse, ni des réunions qu'elle avait eues avec les dirigeants de la ville dans des bureaux fermés. Au lieu de cela, ils parlèrent de son essai pour l'université, de savoir s'il voulait étudier le journalisme ou la sociologie, de l'héritage que son père avait laissé, pas seulement en tant que pompier, mais en tant qu'homme qui ne passait jamais devant quelqu'un en détresse. Ils parlèrent de choses réelles, de choses silencieuses, de choses qui comptaient. Après le dîner, Isaiah sortit sur le porche arrière, téléphone à la main, les notifications en mode silencieux. Il ouvrit l'application Notes et tapa 4 mots. Ne détourne pas les yeux. Il n'était pas sûr de ce qu'il écrivait, peut-être pour lui-même, peut-être que c'était la première ligne de quelque chose de plus grand, peut-être une promesse. Une semaine plus tard, l'école l'invita à parler lors d'une assemblée, pas sur Bragg, mais sur le courage, la voix, la présence. Isaiah se tenait au microphone devant des centaines d'élèves qui avaient vu la vidéo, entendu l'histoire, murmuré à son sujet dans les couloirs. Et quand il parla, sa voix ne trembla pas. Je n'avais pas prévu de... Raphaël fixa l'arme dans sa main, puis la rendit à Miguel. « Je ne peux pas te tirer dessus. Utilise-la sur toi si tu veux maintenir ta couverture, mais rends-moi mon téléphone et la clé de la chambre de Lucia. » Miguel hocha la tête
et lui rendit son téléphone, son portefeuille et une clé étiquetée 15. Quand tu entendras le coup de feu, cours. Ils seront distraits assez longtemps pour que tu puisses l'atteindre. Raphaël prit les objets et se dirigea vers la porte. Merci d'avoir aidé ta fille. Elle mérite mieux que cette vie. Mieux que moi, dit Miguel d'une voix basse. Maintenant, vas-y. Raphaël sortit de la pièce et se précipita dans le couloir, comptant les portes jusqu'à ce qu'il atteigne la chambre 15. Derrière lui, un coup de feu résonna, suivi de cris d'alarme. Profitant de la distraction, Raphaël déverrouilla la porte de la chambre de Lucia et entra rapidement, verrouillant la porte derrière lui. La fille était inconsciente sur un lit simple, son teint pâle mais stable. Raphaël vérifia immédiatement ses signes vitaux avec ses doigts. Faibles mais présents. Il sortit son téléphone et composa le 911. « Ici le docteur Raphaël Mendis », dit-il d'une voix pressée lorsque l'opérateur répondit. « J'ai besoin d'une assistance policière immédiate. J'ai été kidnappé avec un enfant qui était utilisé comme mule pour la drogue. Nous sommes retenus à… » Il chercha autour de lui des informations identifiables, puis aperçut une adresse sur un tableau médical accroché près de la porte. Il transmit l'emplacement à l'opérateur, ajoutant « Il y a des hommes armés et des chirurgies illégales en cours. L'enfant a besoin d'une attention médicale immédiate. »« Restez en ligne, docteur Mendis, » répondit l'opérateur. « La police est en route. » Raphaël se plaça entre Lucia et la porte, le téléphone toujours collé à son oreille, et attendit l'arrivée des secours. En 15 minutes, le bruit de plusieurs sirènes de police perça la nuit. Des lumières bleues et rouges clignotèrent à travers la petite fenêtre de la pièce où Raphaël s'était barricadé avec Lucia. Il entendit des cris et le bruit lourd des pas des équipes tactiques entrant dans le bâtiment. Soudain, un coup violent frappa la porte. Raphaël se tendit, incertain s'il s'agissait de secours ou de l'un des criminels. « Qui est là ?» appela-t-il, se positionnant protectivement devant le lit de Lucia. « Docteur Mendis, c'est la police. Nous entrons. » Avant que Raphaël ne puisse répondre, la porte s'ouvrit en force. Un des hommes masqués de plus tôt se tenait là, son visage désormais exposé et déformé par la rage. Il leva son arme vers Raphaël. « Toi, » grogna-t-il, « c'est toi qui les as amenés ici. » L'homme tira, mais son tir passa à côté, éclatant le mur près de la tête de Raphaël. Avant qu'il ne puisse tirer de nouveau, des policiers apparurent derrière lui, armes au poing. « Lâchez votre arme maintenant !» cria un policier. L'homme hésita, puis tourna son arme vers les policiers. Le bruit des tirs éclata et l'homme tomba au sol. Des policiers tactiques entrèrent rapidement dans la pièce, évaluant la situation. « Docteur Mendis » demanda l'un d'eux en s'approchant de Raphaël. « Oui » confirma Raphaël en levant les mains. « La fille a besoin de soins médicaux. Elle a été utilisée comme mule pour la drogue et a subi une chirurgie pour enlever des paquets de son système. » D'autres policiers sécurisèrent la pièce, tandis que des paramédics étaient appelés. Alors qu'ils préparaient à transférer Lucia sur une civière, un des policiers s'adressa à Raphaël. « Monsieur, nous devons vous emmener au poste pour votre déposition. Un de nos agents va vous conduire. » Raphaël hocha la tête, suivant les policiers alors qu'ils escortaient la civière de Lucia hors du bâtiment. En traversant les couloirs, Raphaël se rendit compte que cet endroit n'était pas un entrepôt comme il l'avait d'abord cru, mais une sorte de clinique de fortune où ces personnes menaient leurs opérations de body packing. Ce n'était pas aussi grand qu'il l'avait imaginé dans son état de peur accrue, juste un petit bâtiment industriel converti à la périphérie de la ville. Une fois à l'extérieur, alors que les équipes médicales se préparaient à transférer Lucia dans une ambulance qui l'attendait, Raphaël observa la scène. Des voitures de police et des véhicules tactiques entouraient le bâtiment. Les officiers conduisaient des suspects menottés vers des fourgons de police, y compris l'équipe médicale masquée qui avait pratiqué les chirurgies illégales. Avec un sentiment de malaise,
Raphaël aperçut une autre civière qui était chargée dans une autre ambulance. L'équipe médicale avait transporté une petite forme et Raphaël sut qu'il s'agissait du garçon de tout à l'heure. Il pouvait seulement espérer qu'il pourrait le sauver. Puis Raphaël les aperçut. Miguel et les autres complices, y compris le chirurgien et les infirmières, vêtus de robes noires et de masques, escortés vers une voiture de police qui les attendait. Quand les officiers retirèrent leur déguisement, leurs visages complets furent révélés, ainsi que leurs véritables identités. Les yeux de Raphaël se fixèrent sur Miguel, dont le bras saignait d'une blessure qui ressemblait à celle d'une balle. Elle était précise, suffisamment sérieuse pour paraître crédible, mais clairement placée pour éviter toute zone vitale. Leurs regards se croisèrent à travers le parking. Miguel fit un léger signe de tête, un geste silencieux de reconnaissance et de gratitude. À ce moment-là, Raphaël comprit que Miguel s'était tiré dessus pour faire croire qu'il avait été blessé par Raphaël lors de l'évasion. Un acte soigneusement mis en scène, destiné à protéger le secret de Raphaël et à empêcher les autres de soupçonner qu'il avait eu de l'aide de l'intérieur. Un policier s'approcha de Raphaël. « Docteur Mendis, nous devons vous emmener au poste pour votre déposition. Un de nos agents va vous conduire. » Raphaël hocha la tête, observant Lucia qui était chargée dans l'ambulance. « Puis-je vérifier son état d'abord ?»« Bien sûr, » répondit l'officier, le conduisant vers l'ambulance où les paramédics stabilisaient Lucia pour le transport. « Sera-t-elle d'accord ?» demanda Raphaël à l'un des paramédics. « Elle est stable pour l'instant, » répondit le paramédic. La chirurgie était en fait assez professionnelle, malgré les circonstances. Elle aura besoin d'une surveillance à l'hôpital, mais son pronostic est bon. Soulagé, Raphaël suivit l'officier jusqu'à une voiture de police en attente. Alors qu'il s'éloignait de la scène, il regarda en arrière le bâtiment anodin qui avait abrité tant d'horreurs, se demandant combien d'autres enfants étaient passés par ces portes. Au poste de police, l'agitation continuait alors que les policiers traitaient les suspects et les preuves de l'RAID. La détective Maria Sandival, une enquêtrice chevronnée de la Task Force des crimes transfrontaliers, conduisit Raphaël dans une salle d'interrogatoire où elle s'assit derrière un bureau, prête à prendre sa déclaration. « Docteur Mendis, » commença-t-elle, « je comprends que vous avez traversé une expérience traumatisante. Prenez votre temps pour me raconter ce qui s'est passé. » Raphaël raconta tout. Comment Miguel et Lucia étaient arrivés à la clinique, les résultats de la radiographie, leur évasion, son appel à la police et le retour de Miguel plus tard dans la nuit avec une arme. « Il m'a forcé à aider sa fille, qui était déjà en overdose, » expliqua Raphaël. « J'ai utilisé un lavage intestinal pour évacuer son système et j'ai tenté d'appeler les secours pour un transport à l'hôpital. Je voulais aussi appeler la police, mais Miguel m'a attrapé et m'a menacé avec son arme. » Il décrivit comment Miguel. Il avait appelé ses complices, qui les avaient emmenés à la clinique entrepôt, et les horreurs qu'il y avait vécues. Lorsque l'inspectrice Sandival lui posa des questions spécifiques sur le rôle de Miguel, Raphaël hésita. Il aurait pu lui dire que Miguel l'avait secrètement aidé, qu'il lui avait délié ses liens, donné la clé, indiqué où trouver Lucia, et qu'il s'était sacrifié pour que sa fille puisse être sauvée. Mais il se rappela les mots de Miguel. « Je ne mérite pas d'être un héros. » Miguel Alvarez, dit Raphaël lentement, ne cessait de crier que je lui avais pris sa fille. « Oui, » confirma l'inspectrice Sandival. Il était assez catégorique dans la voiture de police. Il a dit que vous l'aviez abattu et enlevé la fille. Raphaël prit sa décision. « Je l'ai abattu en légitime défense, » dit-il fermement. « Quand ils m'ont emmené dans cet endroit, j'ai réussi à me libérer. Je cherchais un moyen de sortir. J'ai vu un bureau et j'ai pensé qu'il pourrait y avoir un téléphone à l'intérieur. Miguel était là. Nous avons lutté et j'ai retourné son arme contre lui quand il a essayé de me tirer dessus. » Il continua à décrire comment il avait trouvé une clé étiquetée 15 sur le bureau de Miguel, localisé la chambre et appelé la police. L'inspectrice Sandival prit des notes détaillées, demandant parfois des éclaircissements.
Et pourquoi avez-vous été si déterminé à sauver cette fille en particulier ? Demanda-t-elle finalement. Vous vous êtes mis en grand danger. Raphaël pensa à la demande finale de Miguel de prendre Lucia loin de là et de lui offrir une nouvelle vie. Il regarda directement l'inspectrice Sandival. « Je suis médecin, dit-il simplement. C'est mon devoir moral d'aider ceux qui en ont besoin. Je ne pouvais pas la laisser après avoir vu ce qu'ils lui avaient fait. » L'inspectrice Sandival l'étudia un moment, puis hocha la tête. « Une dernière question, docteur Mendes. Voudriez-vous voir la fille à l'hôpital plus tard ? Nous aurons besoin d'une déclaration complémentaire de votre part, et nos agents pourraient vous y conduire. » « Oui, » répondit Raphaël sans hésitation. « J'aimerais m'assurer qu'elle se rétablit. »« Je vais organiser cela, » promit l'inspectrice Sandival. « Et docteur Mendes, nous vous tiendrons informés de l'évolution de l'affaire. Ce que vous avez fait ce soir nous a fourni des informations précieuses sur l'une des plus grandes opérations de trafic de drogue dans la région. » Après plusieurs heures d'interrogatoire et de procédures légales, Raphaël était enfin prêt à quitter le poste de police. Un policier s'approcha de lui dans la salle d'attente. « Docteur Mendes, avant de partir, je pensais que vous aimeriez savoir. Cette opération de sauvetage nous a permis de récolter des renseignements importants sur d'autres entrepôts où ce groupe opère. L'établissement où nous vous avons trouvé n'était que leur centre médical d'opération. Nous avons récupéré près d'une demi-tonne de cocaïne déjà emballée en pellets, prête à être transportée. » L'officier continua. « Nous menons des raids sur 3 autres sites basés sur des documents que nous avons trouvés. Cela pourrait être la percée dont nous avions besoin contre le cartel d'Alonso. » Raphaël hocha la tête en absorbant cette information. « Et la fille, Lucia ? » ?»« Elle est stable, » confirma l'officier. « Elle s'est réveillée il y a environ 1 heure. Nous pouvons vous y conduire maintenant. » En marchant vers la sortie, Raphaël aperçut les cellules de détention. Miguel était conduit par 2 officiers vers une cellule au bout du couloir. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et Miguel lui fit un signe de tête silencieux de gratitude. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Raphaël perdu dans ses pensées sur les événements de la nuit et ce qui allait se passer ensuite. À l'hôpital, il fut escorté jusqu'à l'unité de soins intensifs pédiatriques, où Lucia se remettait sous surveillance policière. Le visage de la fille s'éclaira de reconnaissance lorsqu'elle vit Raphaël entrer dans sa chambre. Il attendit que le policier sorte avant de s'approcher de son lit. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement. « Mieux, » répondit-elle, sa voix encore faible. « Je n'ai plus autant mal maintenant. » Raphaël consulta son dossier médical accroché au pied du lit, notant ses signes vitaux améliorés et les médicaments qu'elle recevait. « Le médecin ici a dit que je pouvais boire de l'eau maintenant, » dit Lucia, en esquissant un petit sourire sur son visage pâle. « J'avais tellement soif avant. » Raphaël lui versa un verre d'eau à partir de la carafe sur la table de chevet. Pendant qu'elle en buvait, il s'assit sur la chaise à côté de son lit. « Lucia, » dit-il doucement, « je dois te dire quelque chose. Ton père, il s'est sacrifié pour te sauver. » Ses yeux sombres s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Il est... » Raphaël la rassura rapidement. « Il est vivant, dit-il, mais il m'a aidé à te sortir de cet endroit. Il voulait que tu sois en sécurité, que tu aies une chance d'avoir une vie différente. » Des larmes remplirent les yeux de Lucia. « Il n'a pas toujours été mauvais, » chuchota-t-elle. « Mais les hommes, ils l'ont forcé à faire des choses. Ils nous ont forcés à faire des choses. »« Je sais, » dit Raphaël doucement. « Il m'a dit de t'emmener loin d'ici, pour m'assurer que tu sois en sécurité. » Lucia baissa les yeux vers ses mains. « Je n'ai plus personne, » dit-elle simplement. « Ma mère est morte quand j'étais petite. Il ne reste que mon père. Et maintenant... » Raphaël prit sa décision, honorant la promesse qu'il avait faite à Miguel. « Tu ne seras pas seul, » dit-il. « Je t'ai promis à ton père que je m'occuperai de toi, et je le ferai. » Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Vraiment ?» confirma-t-elle. « Oui, » répondit-il.
Tu es en sécurité maintenant, Lucia. Tu n'as plus à avoir peur. Lucia tendit la main hésitante et prit la sienne. Merci, murmura-t-elle. Alors qu'elle se laissait aller au sommeil, épuisée par son épreuve, Raphaël resta à ses côtés, réfléchissant à la façon dont cet incident avait changé tout ce qu'il croyait. En grandissant près de la frontière, il avait vu l'obscurité qui existait dans ces terres frontalières, l'exploitation, le trafic, les mesures désespérées que les gens prenaient pour survivre. Mais il avait aussi été témoin d'un courage et d'un sacrifice surprenants, même de la part de quelqu'un comme Miguel, un homme qui avait mis sa propre fille en danger, mais qui avait finalement choisi de la sauver. Raphaël regarda le visage endormi de Lucia et fit un vœu silencieux. Il honorerait sa promesse à Miguel. Il protégerait cet enfant et lui donnerait la chance de vivre la vie qui avait failli lui être volée. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des obstacles juridiques, des traumatismes psychologiques à surmonter et un long processus de guérison. Mais en cet instant, en veillant sur cette fille qui n'avait été utilisée que comme un simple vaisseau pour des drogues, Raphaël ressentait un sens renouvelé de but. En tant que médecin, il avait juré de ne pas nuire et de soigner les malades. Ce soir-là, ce serment avait été mis à l'épreuve de façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais à travers les ténèbres de cette expérience éprouvante, il avait trouvé une clarté sur ce qui comptait vraiment, utiliser ses compétences et sa compassion pour faire une différence, une vie à la fois. Et avec Lucia, il commencerait.